Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Un VPN vous permet de surfer sur le net en toute sécurité. Votre connexion sera chiffrée et sécurisée, notamment en changeant votre adresse IP, afin que vous soyez anonymisé et qu'on ne puisse pas accéder à vos données. Ça vous permettra aussi de vous connecter comme si vous étiez dans un autre pays et d'accéder à des sites qui sont bloqués là où vous êtes. Les vacances arrivent et ça peut être bien pratique lorsque vous êtes sur Zegema Beach ou Flushton Paradise. Oui, ou bien en Espagne ou en Italie, faites pas comme si vous n'aviez pas compris. D'une manière générale, NordVPN est un très bon outil pour vous accompagner en matière de cybersécurité, notamment avec sa fonctionnalité de protection anti-menace, qui vous protège des trackers web qui collectent vos données personnelles, des sites malveillants comme les sites de phishing ou des publicités invasives. Ça vérifiera également les fichiers que vous téléchargerez et les effaceront immédiatement s'ils sont infectés par un virus ou un malware. Et puis il y a leur nouvelle fonctionnalité, le réseau Mesh, qui vous permet de créer un réseau privé chiffré entre des appareils équipés de NordVPN que vous choisissez. C'est pratique si vous voulez échanger des fichiers avec des collègues super rapidement ou pour jouer en LAN, même à l'international. La bonne époque des cybercafés et de Counter-Strike 1.6. Oui, bah oui, j'ai 317 ans, vous attendiez à quoi? En cliquant sur le lien dans la description, nordvpn.com/nexus6, vous aurez droit à une réduction pour un engagement de 2 ans et 1 mois gratuit. Comme d'habitude, NordVPN a une politique de test sur 30 jours, donc si vous n'êtes pas satisfait lors du premier mois, vous serez totalement remboursé. Et maintenant, votre émission. Il y a une question qu'on me pose souvent. C'est quoi le dernier film de science-fiction qui t'a plu? Une question légitime, tant il est vrai que sur Nexus 6, il est malheureusement rare que je m'extasie sur des sorties récentes. Au cinéma, mais en série également d'ailleurs. Même si j'ai pu chercher à défendre un peu, ou en tout cas à minimiser les réactions véhémentes qu'ont pu connaître certaines œuvres, ne vous y trompez pas, cela fait bien longtemps que je ne suis pas sorti d'une salle de cinéma heureux, ou tout du moins transporté par ce que j'avais vu. Un sentiment qui était régulier à une certaine époque. Je me souviendrai toute ma vie de l'état dans lequel j'étais après avoir vu Starship Troopers. Un mélange d'excitation folle, d'imagination en ébullition et d'émotion en feu. L'envie de le revoir immédiatement, l'envie d'y être tout simplement. Enfin, bon, on se comprend. Ces sensations perdues peuvent s'expliquer par l'âge, la sagesse même, pourquoi pas, allons jusque-là. Une plus grande distance face à des émotions primaires alors si fortes lors de l'adolescence. Mais indépendamment de tout ça, car ce n'est pas ce que je veux explorer ici, la vérité est là. J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à cette question. J'ai beau y réfléchir, rien ne me vient spontanément. Ou en tout cas, aucun film sorti réellement récemment. Interstellar arrive vite dans un deuxième temps. Un film dont j'ai même l'impression qu'il a été écrit uniquement pour moi, tant chacun de ses aspects sont faits pour me plaire. Ensuite, Mad Max Fury Road réussit à se frayer un chemin dans les différentes circonvolutions de mon cerveau et me met une droite bien sentie pour se rappeler à mes bons souvenirs. Un film exceptionnel, tout simplement. Mais voilà, ces films ne sont pas récents, 2014 et 2015. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ces derniers temps, je m'interroge sur ce que j'attends réellement d'une œuvre. L'art peut nous toucher à des niveaux bien différents, et beaucoup feraient la distinction entre deux principaux, un aspect intellectuel et un autre plus émotionnel. C'est d'autant plus vrai en science-fiction, qui en tant que genre prospectif, a pour habitude de chercher à questionner le monde, mais aussi à nous faire voyager vers d'autres dans une volonté plus récréative. Et en effet, on peut considérer qu'il y a une SF qui cherche bien plus à explorer la première voie, Bienvenue à Gattaca, Her, Annihilation, Les Fils de l'Homme, Ad Astra, vous voyez le genre. Et une autre qui explorerait plutôt la deuxième, Moonfall, Transformers, Stargate, Jurassic World, Judge Dredd, World Invasion Battle Los Angeles. Attention, même si ces deux listes pourraient le laisser penser, et il n'y a pas de jugement de valeur ici. L'une comme l'autre démarche peut être légitime. Car oui, dans cette grande interrogation de ce que j'attends d'un film de SF, il y a aussi la nature de celui-ci et la volonté de ce que les créateurs souhaitent m'apporter. Alien vs Predator et disons Ex Machina n'ont pas les mêmes ambitions créatives ni le même public cible. Ils sont incomparables en fait, et indépendamment de la qualité intrinsèque de chacun d'entre eux, au départ, sur le papier, je considère qu'on peut potentiellement apprécier les deux films en même temps, chacun dans leur style. Pourtant, l'un est un nanar ou un navet, j'arrive pas vraiment encore à me décider là-dessus, qui ne joue que sur le seul fantasme de la rencontre entre deux créatures mythiques, et que cela soit dans son écriture, sa réalisation, son montage, tout, rien n'indique une volonté réelle de proposer quelque chose d'un tant soit peu ambitieux. On est sur du cahier des charges du film d'action basique. Et l'autre, sans être un chef-d'œuvre, est un bon film, sérieux, qui nous plonge dans les méandres de l'horreur psychologique humaine, où chaque personnage est savamment écrit et porté par des comédiens de qualité. Un film qui allie une forme léchée et un fond intéressant. Ah, on touche peut-être un petit truc là. Mais là je commence à rentrer dans le jugement de valeur et c'est ce que je voulais éviter. Donc revenons un peu en arrière. Comme je le disais, les deux films pourraient tout à fait être appréciés malgré leurs différences. Pourtant,
qu'est-ce qui va se passer? Eh bien très souvent, celles et ceux qui vont apprécier le premier ne vont pas particulièrement apprécier le second, voire pas du tout. Et vous savez pourquoi? Mais oui, vous avez toutes et tous entendu cette fameuse phrase. Oh ouais, mais c'est pas un film fait pour se prendre la tête, hein? Tu laisses ton cerveau à l'entrée, tu te laisses embarquer. Un mois après une journée de travail, j'ai besoin de décompresser. Bah oui, mais c'est fait pour se détendre. Vous pouvez pas imaginer à quel point ça me rend complètement dingue quand j'entends ça. Parce que ça suppose de rattacher la notion de plaisir au fait d'être passif intellectuellement. Et moi, bah je suis pas du tout d'accord avec ça. Il y a un vrai problème dans le fait de penser comme ça. Déjà parce que je trouve que ça revient à minimiser sa propre capacité de réflexion. C'est simple, on réfléchit tout le temps, ou en tout cas je l'espère, parce que c'est le sentiment que moi j'ai. Même devant la pire bouse de l'univers, tenez, même devant la pire télé-réalité de la galaxie. Je passe mon temps à me poser des questions. Pourquoi font-ils ça? Quelles sont les raisons socio-économico-culturelles qui font que ce truc existe et que ces gens soient là? On ne peut pas s'empêcher de penser. Donc de fait, on est censé ne jamais être passif intellectuellement. Du coup, cette manière de voir les choses, elle est pour moi plus le résultat d'une éducation qui a fait de la réflexion quelque chose de chiant. Ce qui est inquiétant. On est donc un peu conditionné, et souvent, on va se dire qu'on devra fournir un effort mental devant 2001 l'Odyssée de l'espace, par exemple, ce qui symboliquement va le marquer d'une forme de connotation négative, alors que face au dernier Roland Emmerich de merde, on se dit que ça va couler tout seul, que c'est plus agréable. Alors qu'en fait, c'est un plaisir d'être stimulé intellectuellement. Eh oui. Apprendre de nouvelles choses grâce à un documentaire, voir son horizon s'élargir devant un film qui va nous faire toucher du doigt une certaine vérité qui nous était jusqu'alors inaccessible. Ça aura demandé une certaine attention, oui, de la concentration peut-être, mais ça fait plaisir. Et au final, ça détend. Vous n'êtes pas en train de remplir vos impôts, tâche bien plus rébarbative. Mais l'humanité n'est pas condamnée à ce mode de pensée mortifère, parce que grosso modo, tout le monde est capable de réflexion et de comprendre le monde dans sa complexité. C'est juste qu'en tant qu'espèce, il faut qu'on arrête de s'auto-persuader du contraire, que par manque de culture, certaines choses ne s'adresseraient pas à nous, qu'on n'est pas armé intellectuellement pour. Et attention, je ne dis surtout pas qu'il ne faudrait proposer que des films qui correspondraient à l'image qu'on se fait d'œuvres cérébrales. Austères, abusivement réflexives, bref, chiantes, vous voyez le tableau. Non, moi je kiffe les gros films avec masse d'action et des trucs qui explosent, mais encore faut-il que ce soit bien fait et que ça ait du sens. Parce que, à contrario, les films où la composante d'action va être très présente souffrent aussi de leur nature en étant considérés comme des choses qui ne volent pas haut, alors que ce n'est pas forcément le cas et que cela n'a pas à l'être. Déjà parce que ne serait-ce que l'aspect purement technico-artistique fait partie, à mon sens, de l'intellectualité de l'œuvre. Une scène d'action chorégraphiée, filmée et montée avec maestria, c'est de l'art. Et ça peut nous procurer un plaisir tout à fait similaire à lorsque l'on s'extasierait devant un Botticelli, un Goya ou un Hokusai. Une activité qu'on qualifierait plutôt d'intello, vous en conviendrez. Et aussi parce que un film d'action ça peut et ça doit raconter des choses. C'est mieux et ça coûte pas beaucoup plus cher. Les initiés le savent, mais le grand public, peu habitué à la science-fiction, n'a pas vraiment conscience que la qualité d'un Predator de McTiernan tient autant à la force de ses scènes de combat qu'à son huis clos sylvestre et à tout ce que le film raconte par ce biais. La déconstruction totale de la figure du héros américain, pour ne citer que cet axe-là, par exemple. J'ai la pétoche, Pancho. Déconne pas, je t'ai jamais vu avoir la pétoche. Robocop ne brille pas que par sa brutalité, mais bien aussi par le portrait qu'il fait de la violence sociale et politique dans un monde déshumanisé. Il n'a pas de nom, il a un programme. C'est un produit. Et pour en revenir à ce putain de chef-d'œuvre qu'est Mad Max Fury Road, et qui, rappelons-le, est constitué à 90% de... Eh bien, il raconte 1000 trucs à chaque seconde, rien que par sa mise en scène. La place des individus dans la société, la folie des êtres humains, il y a tout dedans. Donc on peut faire du pur cinéma d'action intelligent, tout comme on peut faire du cinéma cérébral un petit peu plus sexy. Et au-delà de ça, faut aussi redéfinir un petit peu les termes. Arrêtez de penser que quelque chose qui se veut intello, c'est chiant, et que quelque chose qui explose sans arrêt, c'est bas du front. Et donc, qu'est-ce que j'attends du cinéma de science-fiction moderne, moi? Eh ben, un petit peu de tout, en fait. Que ça soit à la fois divertissant au premier degré, via ses atours, cette direction artistique, mais aussi que ça fasse réfléchir. Que ça nous prenne pas pour des idiots, tout simplement. Et surtout, que ça soit vecteur d'émotion. Car c'est bien là le plus important. À quoi bon regarder quelque chose si cela nous laisse de marbre? Réussir à trouver l'équilibre entre réflexion et forme, c'est la clé pour créer de l'émoi chez le spectateur. Mais attention, un émoi qui a du sens. Pas celui qui n'est que le fruit d'artifices faciles. Une musique utilisée au bon moment et à votre époque souvent à contre-emploi d'ailleurs pour un effet cool, de la vanne easy peasy pour déclencher des rires mécaniques, ou encore de l'action épileptique faisant passer votre torpeur pour de la fascination. Ces techniques sont à utiliser, mais en accompagnement d'un tour artistiquement cohérent pour leur donner une véritable raison d'exister. Et vous savez, d'un coup, il y a un film récent qui me revient et qui réussit parfaitement à faire ça. Et ce film, c'est Nope.
dernier film du talentueux Jordan Peele, que vous connaissez peut-être pour ses incroyables sketchs avec son compère Keegan-Michael Kay, mais aussi sûrement pour Get Out et Us. Des films que j'aime particulièrement, même si Us m'avait paru un peu plus faiblard que le précédent. Habitué plutôt à ce que l'on nomme aujourd'hui communément de l'art horror, il s'essaye avec Nope à la science-fiction dans ce que je me permettrai d'appeler dorénavant la art sci-fi horror. Nope nous raconte l'histoire d'une fratrie d'éleveurs de chevaux pris dans un combat contre un envahisseur d'un type bien particulier. Et sincèrement, si vous n'avez pas vu ce film, je n'ai même pas envie de vous en dire plus. Juste regardez-le, tout le génie de Peele y est. Du style, des plans magnifiques, une BO qui tabasse, un casting parfait. Mais surtout des thématiques variées, que cela soit sur le cinéma, la création au sens large, la quête de sens dans nos vies, des conditions sociales. Tout ça porté par le talent du réalisateur en termes de rythmique et de tension. Et puis si en plus de ça, le mec te sort quelques beaux hommages, que demande le peuple? Je suis ressorti du film estomaqué. Vraiment, regardez. Mais il faut l'avouer, malgré le fait que pour moi c'est un film qui a tout pour plaire à n'importe qui, on continuera à le classer plutôt dans la case du film auteuriste, peu adapté au grand public. Donc au final, si j'arrive pas à répondre lorsqu'on me demande mon dernier bon film de SF, c'est peut-être tout simplement parce que je sais, inconsciemment, que lorsqu'on me pose la question, on me demande surtout c'est quoi le dernier blockbuster de SF que j'ai kiffé. Et c'est là qu'effectivement... Les derniers Star Wars, bon, on revient pas dessus. Et Jurassic World non plus, si vous voulez pas que je me mette à éventrer des chatons. Et Avatar 2, c'est relativement mitigé, on le sait. Ah, si, j'ai kiffé Tenet. Ne serait-ce que pour cette idée de temps inversé et l'ambition que j'ai ressentie derrière le truc, même si j'entends parfaitement les critiques que beaucoup ont dessus, je trouve que ça mérite vraiment le respect. Mais là encore, même si c'est le dernier Nolan, ça reste un film qui se veut cérébral, voire un peu élitiste. Où sont les vrais films populaires, au sens noble du terme, divertissants, mais avec du fond? Eh bien, ils ne sont plus là. Déjà parce que j'ai l'impression que les Marvel avalent l'ensemble des forces créatives de la Terre et ne laissent plus de place à rien d'autre. Le dernier espoir, ça reste les Dunes de Villeneuve, qui malgré mon avis mitigé, restent d'excellente facture. J'ai beau être ressorti un petit peu froid du premier, faut l'avouer, si l'ensemble des films de SF se voulant grand public au début du 21e siècle était au moins à ce niveau-là, vous vivriez dans une société post-économique de l'abondance, avec des voitures volantes non polluantes pour tout le monde. Une utopie, quoi. Mais non, à la place, vous vous réveillez tous les jours dans l'équivalent Wish de V pour Vendetta. Désolé, c'est comme ça. Mais peut-être qu'il y a des raisons d'espérer, au moins pour cette fin d'année 2023. Enfin, si on exclut l'effondrement climatique. Là, ça c'est la merde. Bref, il y a 3 films que, mine de rien, vous devriez scruter pour cette fin d'année. Le premier, c'est Mars Express de Jérémy Perrin. Le réalisateur de l'excellente série Last Man nous amène sur Mars pour une enquête policière sur fond de problématiques sociétales cyberpunk. Je n'en peux plus d'attendre ce film. Je vous en dis pas plus parce qu'on en reparlera sur Nexus 6. Le deuxième film, c'est clairement The Creator, le nouveau film de Gareth Edwards. Guerre humain-IA, une direction artistique qui déboîte, des acteurs que j'affectionne particulièrement, des grosses inspirations allant d'Akira à AI. Franchement, ça fait longtemps qu'un trailer m'avait pas fait plaisir comme ça. À tel point que je n'ose même pas vraiment y croire, ça a l'air trop beau pour être vrai. Et enfin, plus étonnant, mais je suis très curieux de voir le Rebel Moon de Zack Snyder, qui sortira sur Netflix. Alors Snyder, on aime ou on déteste, et perso, je suis souvent dubitatif. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai un vrai capital sympathie. J'ai le sentiment qu'il s'implique à fond dans ses films, sans cynisme. Il essaye vraiment de nous proposer quelque chose d'honnête. Et clairement, ce Rebel Moon me fait de l'œil. Uniquement de par sa direction artistique, puisque pour le moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Je sais pas, il y a un truc qui me fait dresser les oreilles. À suivre donc. À noter un point important, ces 3 films ne sont pas des adaptations d'un jeu vidéo à la con, d'un jeu de plateau de merde, ou que sais-je. Ce sont toutes des histoires originales. Et ça, franchement, ça fait du bien. Ouais. Voilà ce que j'attends de la SF moderne. Et ce, indépendamment des moyens alloués au projet. De la nouveauté, de la surprise, qu'on nous présente de nouveaux univers excitants. On en manque cruellement. Quitte à se foirer, parce que je préférerais toujours un film qui a essayé, mais qui s'est ramassé, plutôt qu'un énième Marvel ronronnant et insipide, et qui en plus ne sert qu'à être le trailer des 10 prochains autres. Arrêtez de nous prendre pour des cons, hein, et des vaches à lait. C'est pas trop demandé. Parce que vous savez quoi? On payera aussi, voire peut-être même un petit peu plus, pour les voir vos films qui feront cet effort. Incroyable. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, mais aussi à nous soutenir sur Tipeee si vous souhaitez que le Nexus 6 continue à voler. Sachez que je donnerai une conférence sur la représentation de Los Angeles dans Blade Runner le vendredi 30 juin à 18h30 au Forum des Images à Paris. L'entrée est gratuite, mais il faut réserver votre place avec le lien dans la description. J'espère vous y voir nombreux et nombreux. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.